Un vieux sage a dit un jour, la rivière dans laquelle on se noie est la même eau qui étanche notre soif. L'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui commence en 1970. Cocaïne, morphine, héroïne, LSD, l'ère des drogues de synthèse bat son plein. Une décennie dans laquelle la population est touchée par un fléau inédit, l'addiction. À cette époque déjà, chaque jour, c'est plus de 500 millions de doses de substances psychoactives qui sont consommées à travers le globe. La science s'interroge plus que jamais. Qu'est-ce qui nous rend vraiment accros? Au début de la décennie, les recherches se multiplient et arrivent presque toutes à la même conclusion. L'héroïne est plus addictive que la morphine, elle est plus addictive que la cocaïne, qui l'est encore plus que la nicotine, et ainsi de suite. Bon, c'est déjà bien pour l'époque, mais à part ça, les recherches tournent en rond et stagnent un peu. Un simple classement des substances de la moins à la plus addictive n'aide pas vraiment à endiguer les vagues de toxicomanie qui ravagent les banlieues du monde entier. Seulement au bout de quelques années est publiée une étude qui va tout bouleverser. Son nom, Rat Park. Son auteur, Bruce Alexander, un psychologue qui remettra en question tout ce qu'on sait sur les causes de l'addiction. Dans la première phase de l'expérience, Bruce et son équipe prennent des rats et les mettent en cage individuelle de 50 cm. Ils leur donnent de la morphine d'un côté, de l'eau et de la nourriture de l'autre côté de la cage. Au bout de quelques jours, les résultats sont sans appel. Les rats ont évidemment abusé de la drogue, ils étaient même prêts à se laisser mourir de soif et de faim pour ne consommer que ça. Jusque-là, cette partie de l'étude est devenue assez célèbre. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est la suite. Une suite qui va avoir l'effet d'une bombe dans la sphère scientifique de l'époque. Une suite qui, même si elle concerne des rats de la fin des années 70, pourrait être révélatrice de notre quotidien à nous, humains, du XXIe siècle. Dans cette deuxième phase de l'étude, Bruce Alexander refait donc la même expérience, avec eau, nourriture et morphine, mais cette fois-ci, il a décidé de changer une chose. Avec la simple variation de ce nouveau paramètre, au grand étonnement des chercheurs, les rats avaient arrêté de consommer la drogue. Ils vivaient normalement, buvaient et se nourrissaient au lieu de s'injecter des shots de morphine à longueur de journée. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu changer dans la deuxième phase de l'expérience? Quelle est cette chose qui a permis aux rats de sortir de leur addiction mortelle à la morphine alors même que la drogue était toujours à leur disposition? La réponse sera donnée avant la fin de la vidéo, mais si vous pensez avoir une idée, je vous invite maintenant à mettre votre réponse en commentaire. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez à ce stade. Si vous n'avez pas encore d'idée, voici un indice. Le nouveau paramètre, qui a rendu leur vie normale aux rats, malgré la présence de drogue, éclaircira bien mieux nos problèmes d'addiction, notamment à TikTok, que les dizaines de discours moralisateurs et bien pensants qu'on peut trouver sur YouTube et dans les médias. Aujourd'hui, quand on entend le mot TikTok, on pense tout de suite aux vidéos de danse ridicules et au contenu addictif inutile. Devant la machine à café, en public, tout le monde s'accorde à dire que c'est une création des Chinois pour, si ce n'est nous asservir, au minimum nous abrutir. Et puis les ravages sur notre cerveau seraient évidents. TikTok détruit notre capacité d'attention, il nous enferme tous dans des bulles d'information, il nous rend clairement dépressifs et nuit au cerveau de nos jeunes. Et bien sûr, il y a des études qui le prouvent. Des études. Vraiment. Avec quelques recherches approfondies, on peut assez vite remarquer quelque chose d'intéressant. En fouillant le sujet, je découvre qu'il n'existe en fait pas vraiment d'études sur les contenus courts type Short, Reels, TikTok, etc. qui testent spécifiquement une chose importante, le caractère adaptatif de ces médias, qui rend justement leur expérience totalement différente d'une personne à l'autre. En gros, les études qui sont faites ne cherchent qu'à prouver ce qu'on pense déjà sur TikTok et donc passent à côté de la réalité subtile de ces applications qui dépend plus que jamais de l'utilisation. Alors l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, certes, et d'ailleurs là où il y a des études, c'est sur l'exposition excessive aux écrans de manière générale et leurs conséquences sur la baisse du temps d'attention, l'altération du sommeil, etc. Et ça, c'est vrai, des preuves il y en a beaucoup. Elles sont claires et sans équivoque. Mais entre nous, y a-t-il vraiment besoin de 30 études pour voir qu'en excès, les écrans ne sont pas bons pour nous, comme à peu près tout ce qui est en excès d'ailleurs? Et sinon, bah non, pas d'études sur les expériences individuelles face aux algorithmes de contenu court et ultra adaptatifs comme TikTok. Étonnant, n'est-ce pas? Et devinez quoi? S'il n'y en a pas, ce n'est pas un complot des GAFAM ou du congrès des capitalistes des BRICS, la raison est bien moins vicieuse. Il est en fait très difficile d'étudier à grande échelle les effets de tels algorithmes, qui ajustent leur contenu en permanence à chaque comportement de l'utilisateur. Car par définition, chaque expérience sera différente. Et justement, c'est là que ça devient délicat. Lorsqu'on s'intéresse aux effets de TikTok et des réseaux aujourd'hui, à force de vouloir expliquer comment ils manipulent notre attention, on finit par s'embourber dans les IRM, les neurotransmetteurs, la dopamine, etc., qui sont, on va le voir, des sujets souvent mal compris, sans parler de la vraie source du problème TikTok.
pourquoi on devient tous impuissants lorsqu'on est face à ces contenus courts. Car si on admet tous que les applications de cette génération ont un potentiel infiniment plus addictif que leurs prédécesseurs, on reconnaît aussi qu'elles sont surtout devenues quelque chose d'unique dans l'histoire des médias. Elles sont désormais devenues le miroir individuel de notre monde intérieur. Un soir, j'étais posé sur mon canapé et je me suis surpris à sortir d'une session de scrolling en étant plutôt bien. Et en fait même bizarrement assez joyeux. C'est là d'ailleurs que l'idée de cette vidéo a germé dans mon esprit. Je posais mon smartphone et me sentais énergisé, inspiré, presque plus intelligent qu'avant la session de scrolling. Je venais d'apprendre un nouveau mouvement pour mon sport, de découvrir une avancée fascinante en biologie et de vivre une épiphanie à la lecture d'une phrase éloquente d'un maître soufi qui m'a laissé méditer de longues minutes dans le calme. Et là, j'ai été frappé. Comment la même application pouvait-elle me faire vivre des expériences aussi différentes? Parce que oui, je connais aussi l'autre version, celle où tu scrolles pendant 1 heure sans pouvoir t'arrêter, où chaque vidéo t'aspire autant qu'elle te précipite vers la suivante. Tu sais, cette version où, tel des zombies, on se souvient même plus de ce qu'on regardait il y a à peine 2 minutes. Cette version où, avant, pendant et après le scrolling, règne en fond de tes faits et gestes un sentiment à peine discernable. Tapis dans l'ombre de tes pensées, un phénomène psychologique plus sournois que l'addiction elle-même et qui prétend justement la combattre. Quelque chose dont personne ne parle vraiment quand on évoque l'utilisation des réseaux sociaux et ses dangers. J'ai nommé la culpabilité. On sait qu'il ne faut pas le faire, mais on le fait quand même et on se sent mal de l'avoir fait. Dans cette vidéo, on va voir les origines d'un tel contraste d'expérience avec ces nouveaux médias et leurs algorithmes de défilement infini. Pourquoi certaines personnes sont victimes du fameux scrolling compulsif, souffrent d'insomnie à répétition et développent des troubles de l'attention réelle, alors que d'autres à l'inverse semblent utiliser TikTok, Twitter, Insta pour apprendre et transmettre du savoir comme jamais auparavant, pour se relaxer ou stimuler leur curiosité et même pour nourrir une singularité créative utile à tous. Et pour comprendre pourquoi une telle différence existe entre les gens et même entre deux utilisations de TikTok pour une même personne, je t'invite à plonger avec moi dans les rouages de l'organe situé entre nos deux yeux. Mais avant de découvrir le vrai problème de notre addiction à TikTok, on va d'abord comprendre ce que les nombreuses vidéos YouTube et reportages à charge n'abordent pas, et qui est une des causes la plus sous-estimée de cette même addiction. Pourquoi se sentir mal d'utiliser TikTok serait plus néfaste pour notre cerveau que TikTok lui-même? Le saviez-vous? Sur les paquets de cigarettes, les photos de poumons malades font en réalité plus fumer les gens que le contraire. Et oui, il a été démontré que les campagnes dites de sensibilisation au tabac, avec des messages stressants sur les emballages, ont l'effet inverse de faire réduire la consommation de tabac. Les fumeurs fument plus de cigarettes à cause de ces images négatives. Et ça, on le sait depuis 2009. Certains pays ont réagi, en Suisse par exemple ils mettent des messages plus subtils, là où la France est encore malheureusement un des rares pays qui continue cette pratique avérée contre-productive. Mais alors, si c'est contre-productif, pourquoi on utilise encore ces mêmes images sur les paquets de tabac alors qu'on sait que ça fait plus fumer les gens? La logique du rasoir de Hanlon nous dit de ne pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Alors en y réfléchissant, on peut imaginer que c'est sans doute parce qu'on utilise naïvement la même stratégie contre une menace extérieure concrète comme un animal pouvant nous manger que pour une menace intérieure abstraite comme une pensée ou une habitude. Pour combattre une menace extérieure, comme une personne, une situation dangereuse, ça marche bien de véhiculer de la peur à travers des images stressantes et négatives. Ça marche très bien. Il suffit de voir comment on peut aujourd'hui cancel une personnalité publique très facilement. Mais pour la deuxième, pour une menace abstraite ou intérieure, comme une addiction ou une envie, ça ne marche tout simplement pas. Ce qui marche d'ailleurs, c'est même l'opposé. On y reviendra. Et ça reste quand même très curieux, parce que on est ici face à un phénomène qui est loin d'être isolé. Par exemple, en période de crise économique, on observe que les gens sont curieusement plus enclins à dépenser davantage leur argent. On observe par ailleurs que les patients atteints d'obésité qui sentent de la culpabilité par rapport à leur poids auront tendance ironiquement à se réfugier dans la nourriture. Et je sais pas vous, mais tout ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, non? Ok. Il faut à présent que je vous parle de l'ouvrage le plus pertinent en psychologie pratique, et encore largement aujourd'hui, 13 ans après sa première édition. C'est l'instinct de volonté.
Dans ce livre, Kelly McGonigal, à l'appui de centaines d'études scientifiques, partage des découvertes fascinantes sur notre cerveau et comment on prend des décisions conscientes. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment elle décrit l'émotion de la culpabilité comme étant la véritable gangrène de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que lors d'émotions de stress comme l'anxiété, la tristesse ou la culpabilité, le cerveau va activer la réaction automatique de défense. Et ce système de défense a la fâcheuse tendance à exciter nos récepteurs à la dopamine. On va voir juste après ce qu'est la dopamine et surtout ce qu'elle n'est pas. Mais en gros, dès qu'on se sent stressé ou coupable, notre cerveau devient littéralement bourré à la dopamine. C'est-à-dire qu'il préférera une promesse rapide de récompense qu'une réelle source de bien-être. Une bonne illustration des conséquences de ça, c'est l'effet What the hell, qui se dirait en français l'effet foutu pour foutu. Il y a peu de chances que vous ayez entendu parler de l'expérience faite sur les 3 groupes de personnes qui voulaient arrêter le sucre et les gâteaux. Le premier groupe de participants, quand ils échouaient et mangeaient un gâteau, recevait un message sévère disant « ce n'est pas bien, il ne faut pas céder » et qui insistait sur la honte d'échouer pour ne pas recommencer. Le deuxième groupe, un groupe contrôle à qui on disait rien. Et le troisième groupe, qui quand ils échouaient, recevait un message d'autocompassion en leur disant que ce n'était pas grave et que c'était normal, que ça faisait partie du processus. À votre avis, lequel des 3 groupes réussissait le plus à réduire le sucre ? C'est contre-intuitif, mais c'est bien le troisième groupe qui s'est démarqué. Ceux qui ont été déculpabilisés avaient plus de chances de continuer les efforts après une rechute et avaient même plus de succès dans leur tentative d'arrêt à long terme du sucre que les 2 autres groupes. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas se sentir mal d'avoir fait une erreur qui va nous faire changer de comportement, mais c'est d'abord, aussi bizarre que ça puisse paraître, le fait de se pardonner à soi-même. D'accord, mais alors comment expliquer que les personnes par exemple qui s'inquiètent par rapport à leurs finances auront tendance paradoxalement à s'endetter et faire du shopping pour réduire leur stress ? Eh bien, Kelly McGonigal nous dit d'imaginer que notre cerveau, stressé par la culpabilité, se met donc en mode survie et va chercher à protéger pas seulement notre corps, mais aussi à protéger notre humeur, notre mood. Il va alors trouver autour de lui ce qui pourrait le plus vite nous faire nous sentir mieux. Mais rappelez-vous, dans cet état de stress, on devient incapable de faire la différence entre une vraie satisfaction et une promesse de récompense. Or, la dopamine, justement, malgré tout ce que les pseudo-experts YouTube en disent, n'est pas l'hormone du plaisir, mais bien celle de la promesse de récompense. Les hormones du plaisir et du bien-être sont plus un genre de cocktail qu'une simple hormone. On a l'ocytocine, le GABA, la sérotonine et l'endorphine. Chacun a un rôle précis en lien avec les autres, et la dopamine en fait partie. Mais déjà, elle ne fonctionne jamais seule, donc c'est clairement simpliste de l'isoler pour nos réflexions. Mais surtout, la dopamine est sécrétée dans le cerveau tout autant lors d'événements agréables que lors d'événements douloureux, comme des bruits forts ou des chocs électriques. La dopamine fait partie des hormones essentielles pour le bonheur, mais uniquement pour un aspect précis de motivation à la prise de décision, car elle est nécessaire pour se mettre en mouvement et sortir de la situation stressante, pour atteindre ce qui nous procurera du plaisir. Le cerveau est bien fait, vous me direz. Mais c'est aussi de là que vient l'idée reçue la plus répandue sur la dopamine. Car c'est lorsqu'on est justement en état de stress que notre cerveau va se fourvoyer sur la dopamine. On aura alors tendance à confondre la promesse de plaisir et le fait de se sentir réellement mieux, ce qui nous pousse fatalement à préférer la source de dopamine la plus familière, la nourriture, la consommation ou le scrolling sur TikTok. Et là où ça devient vraiment pervers avec TikTok et ses cousins, ainsi que la bulle morale qui les entoure, c'est que plus on se sent inconsciemment coupable de l'utiliser, et plus on risque de l'utiliser compulsivement. Et comme l'algorithme s'adapte à chacune de nos actions, plus on a une attitude compulsive devant l'écran, plus le contenu proposé sera d'autant plus addictif, et moins on pourra alors arrêter de scroller. Le cercle vicieux est enclenché. Face à ça, on aurait tendance à conclure que le problème, c'est les gens qui ont créé ce genre d'algorithme. C'est vraiment eux les raclures, les coupables. Mais là aussi, si on reste un peu vigilant, on peut voir qu'une telle réaction peut justement nourrir la culpabilité en la déplaçant à l'extérieur. Ils sont coupables de notre malheur. Et c'est d'ailleurs exactement ce que déclarent les discours moralistes sur TikTok, et même de manière générale sur les nouveaux outils technologiques. Mais il est temps à présent de réaliser que ces discours, censés prôner la vertu, engendrent 2 types de culpabilité qui, toutes les 2, mènent au même résultat, l'impuissance. La première forme de culpabilité est, on l'a vu, celle portée sur l'extérieur. C'est la faute de la société, des milliardaires qui veulent nous manipuler. On fonctionne par la peur d'être lésé. C'est le règne de la victimisation inconsciente. Notre locus de contrôle est déplacé en dehors de soi, et on devient moins capable d'agir sur notre comportement, d'agir sur notre environnement. Mais la pire des culpabilités n'est pas celle-ci. La deuxième forme de culpabilité est celle tournée vers soi, qui sous-tend généralement la peur de ne pas être validé.
par soi ou par les autres. Lorsque j'ouvre inconsciemment TikTok et que je commence à me sentir mal de l'utiliser parce que je sais que ce que je fais n'est pas bien, n'est pas bon, je nourris alors cette deuxième forme de culpabilité. Plus discrète, la deuxième forme de culpabilité est celle qu'on ressent devant un documentaire sauvage, s'émerveillant de la beauté d'un pigargue à tête blanche dans le ciel, pour ensuite entendre la voix off du film nous annoncer que son espèce va disparaître. Comme dans notre environnement actuel occidental, il est souvent difficile, on va le voir, de se libérer de ce poids antérieur par une action symbolique, on reste alors comme tétanisé. Car l'addiction engendre de la culpabilité, qui engendre elle-même encore plus d'addiction, qui maintient et augmente la culpabilité, et ainsi de suite. On touche alors à l'origine de la spirale compulsive, car impossible d'accéder à notre volonté consciente. Et c'est là qu'on pourrait légitimement se demander, y a-t-il un moyen de sortir de ce cercle vicieux? La réponse est oui. Mais pour ça, il est d'abord primordial de comprendre comment fonctionne cette émotion. D'ailleurs, étymologiquement, le mot émotion lui-même est très intéressant. Il vient du latin emovere, la mise au mouvement. Et si on part de cette définition, la culpabilité ne serait-elle pas en fait l'opposé de l'émotion? N'est-elle pas ni plus ni moins qu'une anti-émotion, puisqu'elle a comme but de figer le mouvement, autant mentalement que physiquement? Enfin bref. Alors il est vrai que la culpabilité peut être perçue comme utile collectivement dans certaines situations sociales, mais elle devient rapidement un fléau quand elle opère en pilote automatique, dans l'ombre de la conscience. Car si dans l'histoire, les sociétés humaines avaient naturellement adopté des rituels pour purger cette culpabilité, comme la rédemption, la confession ou le repentir, dans le monde moderne dans lequel on vit, cette émotion est souvent refoulée. La seule issue qui se présente alors pour des êtres sociaux tels que nous est de joindre à son tour sa voix, à l'unisson des discours publics moralisateurs sur TikTok et les réseaux sociaux. Car oui, c'est rassurant de s'y mettre aussi sur le coup. On se sent dans le camp du bien et notre culpabilité, jusque-là étouffée, trouve un pansement temporaire. Mais hélas, cela n'est pas gratuit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Car c'est ainsi que se développera alors insidieusement dans notre esprit ce que les sociologues appellent la licence morale. Plus on dénonce une chose mauvaise en public, et plus on risque de la commettre quand personne ne nous voit. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est vrai que peu de gens en parlent, mais ce sentiment de culpabilité latente imprègne sans qu'on le sache beaucoup de nos habitudes quotidiennes, modernes, et il devient capital d'en prendre conscience si on veut garder le contrôle de nos choix et notre clarté de jugement. Que ce soit par rapport à TikTok et le fait que tout le monde l'utilise compulsivement malgré le fait qu'on se répète tous que c'est de la ou que ce soit au sujet du réchauffement climatique, où partout on apprend à être coupable de détruire la planète sans savoir comment réellement y faire quoi que ce soit. Et justement, mes recherches pour cette vidéo m'ont permis de trouver deux bonnes nouvelles. La première est que prendre connaissance de ces mécanismes inconscients est déjà la moitié du chemin pour s'en libérer. Et si vous êtes resté jusqu'ici déjà, bravo. Bravo, car on va s'amuser à présent à explorer la chose avec un nouvel angle. Un angle qui s'ouvre à un espoir certain. Prenons par exemple le point de vue philosophique. La culpabilité, en philosophie, est considérée comme un des deux modes de conscience de soi. L'autre mode étant l'amour et la responsabilité. La culpabilité, elle, c'est la conscience dite autoritaire, formulée par la phrase « comment je dois être dans le monde ». Et l'autre conscience, dite responsable, se résume par la phrase « qui je veux être réellement ». On en reparlera peut-être sur la chaîne. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille les bouquins de l'humaniste Erich Fromm sur le sujet, c'est rafraîchissant. Mais je suis prêt à parier qu'une grande partie du changement de comportement par rapport à notre planète et aux vivants viendra d'un basculement d'une conscience de soi autoritaire et compulsive à une conscience responsable et délibérée. La deuxième bonne nouvelle est, elle, bien plus concrète. TikTok et ses réseaux cousins peuvent s'avérer être un outil puissant pour incarner justement cette conscience responsable. Car on va voir qu'ils sont le meilleur moyen de développer son esprit critique et de forger un point de vue original dans son domaine. Oui, ça sonne bizarre comme ça, mais ces médias sont en train de nous permettre plus que jamais de nourrir en chacun de nous une perception du monde libre et éclairée. Il suffit de voir ce qui se passe politiquement à travers le monde aujourd'hui. De l'élection de Trump à la chute du régime en Syrie en passant par le génocide à Gaza, les peuples n'ont jamais été aussi souverains et éveillés sur leurs conditions grâce à ces médiums. Et même au niveau de l'économie de la connaissance, TikTok a aujourd'hui réussi ce que l'école et même les livres ont échoué à faire, donner à apprendre sans étouffer la curiosité. Sur cette chaîne, je résume des livres, et je dis à quel point c'est bien de lire. Mais là où les livres permettent la profondeur et la pensée verticale, les contenus courts, comme les Reels, les Shorts et les TikTok, peuvent favoriser la pensée latérale,
dont on parlera bientôt, qui est lié à la créativité et à la résolution de problèmes. Car ces réseaux sont l'opportunité rêvée de croiser des angles différents sur un même sujet et de découvrir des œuvres, des travaux et des messages que l'on n'aurait jamais pu croiser autrement. TikTok est littéralement devenu aujourd'hui un moteur de recherche du savoir, parce que chaque sujet, aussi éloigné soit-il de vos centres d'intérêt, est forcément traité quelque part par quelqu'un qui en parle d'une façon qui va vous captiver. On peut y trouver le prof de la cahier par exemple, un créateur qui fait des millions de vues avec des cours de maths décalés en langage de jeunes et dont les métaphores sont prodigieuses d'humour et de créativité. Je vais vous montrer comment utiliser les fonctions. Alors là, on a la fonction Kishta. Cette fonction, c'est simple. Peu importe ce que vous lui donnez un truc et elle le transforme en quelque chose de plus beau. Par exemple, si je lui donne une Citroën Saxo, elle va la transformer en Lamborghini Aventador. Donc là, on a un exemple. Là, j'ai Gazo avant Drill FR4. Et ce qui va en ressortir, c'est Gazo multimillionnaire. Donc elle sert à ça, la fonction Kishta. Vous lui donnez un objet, un humain, peu importe, et elle le transforme en quelque chose de meilleur et de plus beau. Et les fonctions, ça s'écrit de cette façon. Donc j'ai ma fonction, on ouvre une parenthèse, on met notre objet là-dedans et ça nous ressort le résultat de la fonction. Maintenant, on peut revenir sur le cours. Donc là, on a la fonction F. Personnellement, j'y ai découvert des perspectives inédites sur des sujets que je croyais maîtriser. Des angles morts de ma réflexion ont été éclairés par des créatifs que j'aurais difficilement découverts autre part que sur des contenus courts. Des blessures chroniques que j'avais ont pu être surpassées grâce à des créateurs qui publiaient des Reels sur Insta et dont j'ai pu découvrir par la suite des livres, des programmes qui ont révolutionné ma vision du sport et de la santé. Mon fil de contenu court sur Insta notamment contient autant de vidéos d'une femme comme Veda Austin, une chercheuse qui fait des expériences remarquables sur les propriétés fascinantes de l'eau, le tout depuis chez elle, et qui transmet gratuitement son protocole à des milliers de personnes qui participent à leur tour en direct de leur cuisine à faire avancer les recherches avec leur simple smartphone. Je croise aussi de plus en plus de médias positifs qui, au lieu de surfer sur le buzz des news négatives au prix de notre santé mentale, partagent à l'inverse tous les jours des dizaines de nouvelles positives et qui changent le monde pour le mieux. Des millions de vues avec des infos positives et pas punitives sur l'écologie. Quand on parle d'écologie, on est souvent très anxieux parce que quand on regarde les médias aujourd'hui, c'est forcément, on en parle de manière alarmiste, catastrophiste, et à juste titre, c'est vrai. Mais du coup, ça a l'effet de créer une forme d'anxiété ou aussi une paralysie. On se dit, à quoi bon? Parce que forcément, c'est quelque chose qui a l'air de nous dépasser et du coup, on se dit qu'on peut pas faire grand-chose. Une espèce de fatalisme. Ouais. Exactement. Et j'avais une conversation avec une amie qui me disait en fait ça sert à rien, il n'y a pas de solution. Et moi justement dans mon travail j'étais amené à rencontrer plein de solutions, plein de porteurs de projets et je me suis dit voilà, d'un côté on a les médias qui en parlent à juste titre de manière négative, mais aussi si on veut montrer la réalité, montrons aussi qu'il y a des solutions, il y a des projets qui existent et du coup je décide de lancer ce compte. Si je vous cite tous ces exemples, c'est pas pour faire l'apologie de TikTok et du scrolling, mais pour se rappeler de témoigner un peu de gratitude. Ça fait pas de mal. Et surtout, pour casser les croyances qui nous culpabilisent et nous victimisent face à ces outils. D'ailleurs, une des croyances en tête de peloton qui participe à toute cette victimisation vient d'un argument alarmiste qui a la peau dure. C'est l'argument suivant. Les réseaux sociaux, et notamment TikTok et compagnie, sont dangereux pour notre pensée critique, etc., car ils nous enferment dans des bulles de contenu qui vont toujours dans le sens de nos opinions. Il n'y a pas si longtemps, j'étais moi-même convaincu de cet argument. Or, ce phénomène de bulle d'information est à tort mal compris, car il est souvent utilisé à travers le prisme de la culpabilité de type 1, c'est-à-dire pour se victimiser face aux big data, etc., qui sont coupables de nous influencer. Alors ça va vous paraître dissonant, mais la réalité c'est que les algorithmes de TikTok, YouTube, etc., ne sont pas codés pour engendrer ce genre de bulles. Ils sont simplement conçus pour proposer des résultats correspondant au goût connu de l'utilisateur. C'est en fait très différent, et je ne joue pas sur les mots, je vous assure. Vous allez comprendre très bien pourquoi. On est d'accord que l'algorithme ne choisit pas le goût de la personne, il lui fournit juste le contenu, selon son goût. Il ne crée pas la bulle, il est donc le moyen utilisé pour répondre efficacement à nos goûts à nous. Car rappelez-vous, quand on disait que TikTok et sa génération sont en fait le miroir parfait de notre bulle intérieure. Eh bien si on s'arrête 2 secondes sur le mot bulle, que l'on retrouve justement dans l'expression bulle d'info ou bulle digitale, eh bien on remarque une chose. Ce mot bulle est d'abord à l'origine utilisé pour décrire un phénomène en sociologie qui est connu depuis longtemps, qui lui n'est pas digital mais bien réel, car il s'observe dans la vraie vie. Il s'appelle l'effet bulle et il montre en gros notre tendance humaine qui consiste à ne rencontrer et rester dans la vie qu'avec les personnes qui nous ressemblent. Dans notre quotidien, on a tendance naturellement à ne traîner qu'avec des personnes qui pensent comme nous, ont les mêmes sensibilités et les mêmes opinions. En fait, ce que je veux dire, c'est que rien ne sert de diaboliser ces algorithmes en leur donnant plus de pouvoir qu'ils n'en ont réellement. Dans la vraie vie, on a déjà tous cette tendance naturelle à aller vers ce qui nous est familier.
On a biologiquement évolué comme ça. TikTok n'a rien créé, il s'adapte simplement à nous. Si on est passif face à l'écran, on aura exactement de quoi continuer à l'être. Et à l'inverse, si on est curieux et ouvert à plusieurs points de vue et qu'on cultive la contradiction, l'algorithme le prendra en compte et va nous proposer de quoi nourrir ce besoin de nouveauté et de complexité. Je vous invite à essayer de jouer avec, c'est fascinant de voir à quel point, quand on décide d'utiliser l'algo, on devient beaucoup moins sujet à être aliéné par lui. C'est excitant, car d'un côté, selon comment on se comporte, on peut avoir droit à un contenu lisse et divertissant, et finir par glisser dans la fameuse bulle digitale, qui n'est en réalité que le simple reflet de notre bulle mentale. Et d'un autre côté, selon à quel point nos actions sont choisies, on peut tout aussi bien tirer parti de la multitude de contenus, connaissances et perspectives différentes qu'offrent ces nouveaux terrains d'expression. Le problème avec TikTok est qu'on peut, à force de se laisser porter par le courant, risquer de s'assoupir et voir sa volonté s'atrophier par une navigation confortable et passive. Mais on peut aussi bien reprendre la main sur notre embarcation et profiter de toute la largeur de la rivière et de ses profondeurs pour explorer toute sa biodiversité. Car la biodiversité sur TikTok et ses équivalents abritent une richesse bien réelle. Des gens fascinants, enthousiasmants, inspirants, intelligents, singuliers, j'en déniche tous les jours. Vous y avez certainement croisé toute une portée vigoureuse de journalistes citoyens et de médias indépendants qui informent de la manière la plus responsable qui soit, étant donné qu'ils sont skin in the game et qu'ils prennent eux-mêmes les risques de ce qu'ils partagent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui des journaux et des médias classiques. Sinon on enchaîne. Bon, on verra. Bon, on on va verra, s'adapter. Parce que je t'ai dit, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Quelqu'un parle. On est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et ben voilà, ça arrive. Ce sont les aléas du direct. Ce créateur-là, on a plus de chances de tomber dessus quand on a une utilisation active de ces médias. Par exemple, liker plus consciemment et commenter plus souvent les contenus qui, on sait, vont nous nourrir, mais aussi ceux qui vont nous divertir. Car le divertissement sera là quoi qu'il arrive, donc autant le choisir. Si le sujet vous intéresse, je vous parlerai des études fascinantes sur l'utilisation consciente de la technologie, mais en attendant, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Plusieurs fois dans l'année, je réserve une semaine dédiée à une pause d'internet et des réseaux. C'est l'occasion pour moi de me ressourcer, prendre un peu de recul sur tous les petits actes compulsifs qui se sont installés, fait que, sans même que je le veuille, mon doigt va ouvrir Instagram ou YouTube dès que je me sens un peu tendu ou en stress. Et à chaque fois, à l'issue de cette semaine de jeûne digital, un sentiment particulier me gagne. En plus de mieux me sentir de manière générale, à la fin de ces 7 jours, j'ai curieusement de meilleurs souvenirs de mes sessions de scrolling à la sortie de cette semaine de pause justement. Et ce n'est pas un biais de manque. Concrètement, j'utilisais beaucoup mieux ces réseaux que d'habitude. Et en réponse, le contenu auquel j'avais droit était meilleur à tous les niveaux. Je découvrais plus de pépites, de meilleures idées me parvenaient et mon processus créatif était infiniment mieux alimenté. Je me suis alors demandé comment réduire l'écart de qualité d'expérience entre ces phases habituelles, un peu automatiques, et ces moments riches et fertiles après les périodes de jeûne. Comment pouvais-je maintenir le même degré de plaisir et d'utilité à ces applications quand je reviens d'une semaine de pause que tout le reste du temps? Et j'ai trouvé un truc, un petit tips, qui m'a permis de garder de l'intérêt, du plaisir et de reprendre le contrôle de mon utilisation. D'éviter de me sentir coupable quand je l'utilise, d'expérimenter des moments de relaxation et de vivre des instants de contemplation fluide, limite introspectif, alors même que je suis en train de faire défiler des shorts ou des reels. Ce petit tips, je le partage avec vous et je vous invite à l'essayer, à voir ce que ça donne pour vous. Ce tips en fait c'est une simple question que je me pose. Une question que je me pose à moi-même à chaque fois que mon pouce va pour ouvrir Instagram, TikTok ou une de ces applications. Cette question est simple, mais puissante. Avant chaque clic sur TikTok, je vais me demander pourquoi je le fais. Mais attention, pas le pourquoi en un mot. Pourquoi j'ouvre cette application? Le pourquoi en 2 mots. La différence est subtile mais cruciale. Je vous invite à jouer au jeu et à voir ce que ça déclenche pour vous à chacune des 2 questions. On pourrait remarquer que le premier pourquoi, en un mot, regarde vers le passé et questionne les causes. Il aura donc tendance justement à culpabiliser. Tandis que le deuxième pourquoi, en 2 mots, dirige tout de suite la question vers le futur et donne le pouvoir du choix au présent d'un sens réel à mon action. En français, on a la chance de pouvoir différencier les deux, alors profitons-en. Le why en anglais peut vouloir dire autant l'un que l'autre, pas de bol. En revanche, le mot en anglais que j'aime beaucoup, c'est celui de la volonté, justement. Les anglophones disent willpower. Je sais pas vous, mais je trouve que ça rend vraiment hommage à la volonté comme étant littéralement un pouvoir, une habilité, que l'on retrouve d'ailleurs dans le mot responsabilité. Vous vous souvenez, l'autre manière d'être conscient de soi.
La responsabilité qui, décomposée, veut dire la capacité à répondre. Responsable. Et même si souvent, inconsciemment, on regroupe les termes de culpabilité et de responsabilité, leurs sens sont en fait strictement opposés. La culpabilité, comme on l'a vu, frise toute action en immobilisant l'émotion. La responsabilité, elle, semble être la condition première à l'amorce d'une action consciente. Se poser la question de pourquoi on fait les choses au lieu de pourquoi, c'est choisir de sortir du cercle de la culpabilité pour être conscient de soi, armé de responsabilité dans ce qu'on décide de faire. Ainsi, on pourra bénéficier du potentiel infini de créativité et de curiosité que présentent ces nouveaux médias. Bon, alors vous me direz, même si on est responsable et qu'on l'utilise de manière consciente, ça reste quand même quelque chose de très addictif, et enjoliver tout ça peut être dangereux, sachant qu'en moyenne, on consommerait 2 heures de short form content par jour. Et c'est vrai, il est important de reconnaître le potentiel addictif de TikTok et ses cousins. Certes, il représente des risques avérés sur notre attention, en excès notamment, mais ce qui est curieux, c'est que l'origine réelle de ces symptômes, qui sont parfois très graves, n'est elle presque jamais abordée. Alors, au lieu de continuer à vous bombarder de ces dangers un par un pour garder en haleine votre attention au prix de votre culpabilité, nous allons enfin découvrir où se situe la clé de l'énigme quand on parle de l'addiction au scrolling. Car le vrai problème n'est ni l'algorithme de TikTok, ni son caractère ultra addictif, ni même notre tendance à être accro à la dopamine facile. Non, le problème vient de quelque chose de bien plus primaire. Notre parc. Tu te souviens de l'histoire des rats en cage? Ces rongeurs qui au début de l'expérience se shootaient à la morphine jusqu'à en mourir de faim? Eh bien est venu le temps de savoir si tu avais trouvé la réponse à la question « Qu'est-ce qui a bien pu changer dans la deuxième partie de l'expérience pour que les rats arrêtent de se droguer ?» Ce que Bruce Alexander a fait dans cette deuxième partie de l'étude, aucun chercheur avant lui n'avait pensé à le faire. Pourtant, ça ne manquait pas de simplicité. Au lieu de laisser les pauvres rats seuls dans leur petite cage, dans la deuxième phase de l'expérience, il les a placés dans un environnement plus grand, avec des jouets, des tunnels, de la nourriture variée. Mais surtout, il les a mis ensemble. Et devinez quoi? L'addiction a pratiquement disparu. Les rats mangeaient, buvaient, copulaient et ne consommaient même plus la morphine à leur disposition, sauf occasionnellement de manière récréative. Ce qui a changé? L'environnement. Pas la substance, pas les rats, juste l'environnement. Plus riche, plus social, et qui leur permettait plus de liberté et de mouvement. Les chercheurs n'avaient pas vu que ce qui créait l'addiction n'était pas la substance en elle-même. Toute leur attention se portait sur la source de dopamine facile. Pourtant, ce qui rendait en fait les rats accros était depuis le début devant leurs yeux. Et oui, dans la deuxième expérience, les rats du parc ont déjà mathématiquement peu de probabilité d'être exposés à la dopamine facile, de par leur environnement. Et là, on pourrait se dire que c'est normal, dans la nature on ne trouve pas de source de dopamine aussi accessible et infinie comme ça, donc c'est normal. Oui, sauf que figurez-vous que cette deuxième phase de l'expérience ne s'arrête pas là. Il se trouve que même les rats de la première expérience, qui étaient à 2 doigts de succomber aux conséquences de leur addiction à la morphine, ces mêmes rats, qu'on pensait à l'époque à jamais accros, eh bien quand on les mettait dans le parc, ils reprenaient une vie normale, et leur addiction disparaissait comme par magie. Ce qu'ont conclu les chercheurs, c'est que l'addiction est directement corrélée à la variété de stimulations, comme les contacts avec ses congénères, qui pour des animaux sociaux, comme les rats et, spoiler, comme les humains, sont essentiels pour la santé du cerveau. Et c'est exactement la même chose avec TikTok et nous les humains. Car voyez-vous, contrairement aux rats, nous, humains, avons le contrôle sur notre environnement. Et nous pouvons le façonner consciemment, à plusieurs niveaux. D'ailleurs, le manque de nouveautés dans les expériences est ce qui provoque et maintient l'état de dépression dans le cerveau. En sciences cognitives, la dépression est liée à un manque de variation dans les émotions vécues et le peu de stimulation nouvelle du patient. Ce n'est pas l'événement traumatique, mais les patterns répétés qui s'installent dans le cerveau du patient à la suite de l'événement en question. Ces patterns sont, selon les psychologues, souvent dus au manque de variation dans l'environnement même du patient. Vous voyez en quoi tous les dangers censés être causés par TikTok sont en réalité plus systémiques que ça. Et qu'en fait, TikTok pourrait même aider contre le sentiment d'isolement et de dépression, si bien sûr on en a une utilisation consciente et maîtrisée, puisqu'il permet justement cette source de stimulation variée et riche, si précieuse pour notre cerveau. Alors comment faire en sorte que notre environnement nous permette d'éviter les comportements compulsifs, nous aide à avoir une utilisation responsable et équilibrée des réseaux? Quels sont les différents niveaux de notre environnement sur lesquels on peut avoir la main? Si tu es resté jusque-là, tu es la preuve que notre attention est encore entre nos mains. Si ces questions t'intéressent, je t'invite à manifester ton avis en commentaire ou à travers un autre geste conscient, comme t'abonner par exemple.
Car si je vois que la question de comment agir sur notre environnement digital quand il s'agit des réseaux sociaux vous intéresse, eh bien je résumerai peut-être le livre de Sherry Turkle, Reclaiming Conversation, qui parle notamment d'un concept très intéressant qui est la pleine conscience digitale, et qui répond à toutes ces questions. Quant à moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Tchuss.